Tragique accident de la route, le chauffeur a pris l'autoroute A1 en sens inverse. Il est mort sur le coup. 4 des 5 passagers de la voiture qui l'a percuté n'ont pas survécu, une famille décimée. La fin des soldes à Paris dans une moitié de la France. Les grands magasins sont à la fête, les rabais sont payants. Les petits commerçants, eux, font plutôt grise mine. Il y a 60 ans, la ville de Dresde était totalement détruite par les bombardements alliés. L'Allemagne s'apprête à commémorer la ville martyre. Des dizaines de milliers de civils ont péri. À New York, 7500 arches de 5 mètres de haut déployées dans Central Park. Une nouvelle aventure éphémère signée Christo. Une installation spectaculaire et une immense foule de curieux pour ce projet qui aura mis tant d'années à aboutir. Les Rois Maudits, le retour. 30 ans après le film télé de Claude Barma, l'œuvre de Maurice Druon est à nouveau adaptée. Jeanne Moreau, Philippe Torreton, Chiqui Carillo, les 3 Depardieu pour ces Rois Maudits 2005, réalisé par José Dayan. Madame, Monsieur, bonsoir. La violence routière pour commencer ce journal. La nuit dernière, un chauffeur a donc pris l'autoroute A1 à contresens, percutant une voiture de plein fouet. Un choc d'une extrême violence. 5 morts dont 2 enfants et un blessé grave. Nicolas Luizet, Dominique Mas. Les 2 véhicules ont été pulvérisés par la violence du choc. Une collision frontale à 120 km/h au moins sur l'autoroute. Vers 5 h ce matin, ils se retrouvent face à face sur la 1. Une Mégane et une 206. Il n'en reste que cet enchevêtrement de ferraille. À l'arrivée des secours, il y a 5 morts dont 2 enfants. Tous sont tués sur le coup. Dans un véhicule, nous avons été confrontés à une personne décédée incarcérée. Et dans l'autre véhicule, une famille composée des 2 parents et de 3 enfants. 4 personnes sont décédées et un enfant a été transporté au centre hospitalier de Lille. Au volant de cette berline, un père de famille. Avec sa femme et ses enfants, il se dirige normalement vers le nord, sur l'axe Paris-Lille. En sens inverse, un conducteur âgé d'une trentaine d'années. Pour une raison encore inexpliquée, il s'engage à contresens et parcourt près de 15 km avant de provoquer l'accident. Des examens médicaux vont être effectués sur les conducteurs des 2 véhicules pour déterminer la nature de cette erreur de comportement de la part de l'usager qui roulait en contresens, notamment s'il circulait sous l'empire d'alcool ou de stupéfiants. Les résultats de ces analyses sanguines sont essentiels pour l'enquête, car pour l'heure, rien ne permet de comprendre comment cet automobiliste a pu circuler environ 15 km pendant plusieurs minutes à contresens sur l'autoroute. Et puis cet autre accident ce matin entre Montpellier et Nîmes. Un poids lourd italien s'est renversé, 1 mort et un blessé grave. Le camion transportait des bovins. Une partie des bêtes s'est échappée sur l'autoroute. Les services de secours et de gendarmerie ont fini par les regrouper. L'autoroute a repris son cours normal dans l'après-midi. Premier chassé-croisé des vacances de février avec de vrais bouchons sur la route et de la pluie sur le trajet. 200 km de ralentissement au total, dont les 3/4 se sont concentrés dans la vallée du Rhône. Ce samedi était classé noir dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Dans cette région, bien sûr, demain la journée devrait être fluide. Virginie Fichet, Thierry Simonet. Noir annoncé, noir à l'arrivée. 36 500 véhicules attendus sur la route des Alpes et la pluie qui s'en mêle. Sous le grain, les vacanciers avaient l'esprit chagrin. C'est l'enfer, on vient de Nantes et on va pas être avant 19 h là-bas, on est parti à 4 h du matin. Voilà, c'est tout. On reviendra pas, je pense pas. À ce point-là ? Oui, ça gâche un peu les vacances quand même. Les nerfs à vif, dès les premières heures de la matinée. Sur l'autoroute, l'accordéon jouait avec la patience des automobilistes. C'est les nerfs qui lâchent. Non, mais sinon, oui, c'est bouché et puis c'est plutôt long. Et voilà, heureusement, on a un bon chauffeur et on a de la bonne musique dans la voiture, donc le temps passe facilement. Ça va bouchonner après. Ça va bouchonner après, j'ai l'impression, mais pour le moment, ça va. De toute façon, avec les conditions météo, c'est très difficile de rouler. Après, c'est entre Albertville et Moutier. 20 km de ralentissement quasi constant au fil de la journée. Plus d'1 h 30 d'attente au lieu d'une demi-heure de parcours habituellement. Ce point noir est créé artificiellement pour réguler le trafic et éviter de gros ennuis plus loin. On sait bien que dans un pays de montagne, on a malgré tout des zones qui sont identifiées comme des risques potentiels d'éboulement. Donc on évite que les usagers ne soient arrêtés sous ces zones et aussi qu'ils ne soient arrêtés dans des tunnels. Donc on les arrête avant. Donc on les arrête avant. Vers 19 h enfin, les derniers bouchons se sont résorbés. Les automobilistes ont soufflé. Là-haut dans la montagne pendant une semaine. Fini le volant, vive le planter de bâton.
Il fallait être patient à Calais comme à Douvres. Les liaisons ferry ont marqué plusieurs heures de retard. Mardi dernier, une rampe d'accès au terminal s'est effondrée, une deuxième est en travaux, une troisième en arrêt technique. De quoi obliger les ferries arrivant d'Angleterre à patienter devant le port de Calais en attendant qu'un accès de débarquement se libère. Les rafales de vent ont compliqué les mouvements du port. C'est la fin des soldes à Paris et dans une bonne moitié de la France. Premier bilan avec de bonnes affaires pour les grands magasins. Les petits commerçants sont plus réservés. Elsa Palot, Delphine Paric-Miller. Dernier jour de solde dans ce grand magasin parisien et nouveau jour de cohue. Au bout de 4 semaines, certains ne désespèrent pas de dénicher la bonne affaire. J'ai fait un petit saut exprès pour voir s'il reste quelque chose encore à... C'est plutôt pas mal. Voilà. Par contre, au niveau du choix, c'est très restreint. Avec le dollar canadien qui est tellement faible, c'est le seul moyen qu'on a, nous, pour faire quand même de bonnes affaires. Et je pense que ça vaut la peine. Mais il y a beaucoup de monde. Il faut venir le matin. Dans les grandes enseignes, dès la première quinzaine, les soldes ont été meilleurs que l'an passé, jusqu'à 3% de mieux. On est le dernier jour des soldes et on a encore énormément de clientes dans notre magasin. Et pour ne donner qu'un exemple, sur la confection femme, un produit vendu sur 3 aujourd'hui est encore un produit soldé et 2 autres des produits de la nouvelle collection. Autre lieu, autre humeur. Les petits commerçants, eux, font grise mine. D'après une enquête réalisée dans un quartier parisien, plus d'un tiers d'entre eux annoncent des résultats inférieurs à ceux de l'année dernière. On a fait des démarques, on a fait même 2e, 3e, 4e démarque, comme ça marchait pas très bien. On a vraiment soldé, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et les derniers jours, en général, ça marche ou pas du tout? Regardez, il n'y a personne un samedi. Il n'y avait pas beaucoup de monde, ou alors ils voulaient vraiment des très très bas prix et là on ne peut pas se permettre de faire non plus perte, quoi. Pessimisme ou réalisme des commerçants, il faudra attendre encore quelques jours, la fin des soldes dans les autres départements, pour tirer un bilan définitif. La sécurité dans nos assiettes commence sur les rayons des supermarchés et en particulier dans les hard discount, ces magasins qui vendent à très bas prix des produits alimentaires. Cette semaine, des nutritionnistes ont en charge de vérifier la qualité des beurres, margarines, lait et autres aliments. Elles travaillent dans la discrétion. Christelle Marty, Guillaume Michel. Claire Mollard est diététicienne. Si nous la filmons en caméra cachée, c'est pour préserver la discrétion de son travail. Dans ce supermarché hard discount, elle doit passer au crible plusieurs produits et vérifier leur composition nutritionnelle. Pour le cappuccino, on peut voir que le sucre est en première position. Donc ça veut dire que c'est en quantité majoritaire dans le produit. Sucre, graisse, colorant, Claire enregistre tout. Et c'est au rayon beurre et margarine qu'elle s'attarde un peu plus. Il y a 1 gramme d'acides gras trans, donc pour moi ça me saute aux yeux, c'est un peu beaucoup. Pourquoi? Parce que les acides gras trans sont mauvais au niveau cardiovasculaire. Dans les margarines de marque, ce taux de mauvaise graisse est nettement inférieur. Claire va ainsi vérifier pendant un mois la qualité de 800 produits vendus à bas prix. À l'origine de cette idée, cet homme, Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste. L'an dernier, il a mené une enquête sur les produits alimentaires de marque et a dénoncé certaines pratiques. Aujourd'hui, il a des doutes sur le hard discount. Il est quasiment certain que dans la fabrication de certains produits, de toute façon, on utilise des ingrédients d'un peu moins bonne qualité pour abaisser les prix. Et il faut absolument qu'on vérifie si ça a un impact sur la santé ou si ça n'en a pas. Les consommateurs fréquentent de plus en plus les hard discounters, mais ils ont tendance à faire le tri. Les produits de base en général sont tous bons. C'est vrai que quand on commence à vouloir des produits un peu moins basiques, il vaut mieux acheter des produits de marque. J'ai eu quelques désagréments avec certains produits, notamment fromage, etc. ne sont pas très très bons ici, mais sinon pour le reste c'est bon. Les hard discounters et la grande distribution n'ont pas souhaité pour le moment commenter cette enquête, dont les résultats seront rendus publics dans 5 mois. Un front uni pour soutenir la loi Fillon et son ministre, Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, se mettent avec les militants de l'UMP au service de la réforme de l'école. 1 million de tracts seront distribués pour tordre le cou aux fausses rumeurs. Dans l'opposition, Jack Lang avait demandé le retrait de la loi après les manifestations des lycéens jeudi dernier. François Hollande ce soir appelle le gouvernement à clarifier sa position. Michael Darmon, Madi Diawara. D'ordinaire Salgavo, on vient écouter du piano. Aujourd'hui, c'est concerto pour Sarko et majorité. La tradition s'installe chaque mois. Les tout nouveaux adhérents sont invités à rencontrer leur président. Nicolas Sarkozy peut décliner toutes les gammes du chef de la droite, à commencer par la critique du Parti socialiste. Il est contre tout. Pour le Parti socialiste, c'était simple.
La réforme des retraites, il n'y en avait pas besoin. La réforme d'assurance maladie, il n'y en avait pas besoin. La réforme des 35 heures, il n'y en avait pas besoin. La réforme d'EDF, il n'y en a pas besoin. La réforme de l'école, il n'y en a pas besoin. Ben nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin du Parti socialiste. Et à la fin de la tirade, Sarko-Serrano ne boude pas son plaisir. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy fait applaudir un François Fillon contesté par les lycéens à propos de sa réforme du bac. Nous allons faire cette réforme. Je serai au Parlement mardi pour la présenter. Et les tableaux s'enchaînent. Là, on voit Jean-Pierre Raffarin et François Fillon se saluer alors qu'en réalité, leurs relations sont plutôt froides. Et le ministre de l'Éducation corrige tout de même la tenue de son patron. Des réunions comme ça, il en faudrait toutes les semaines. C'est formidable. François Fillon mène cette réforme avec écoute et courage. Au même instant, François Hollande, lui, parle de confusion gouvernementale quant à l'avenir du projet Fillon sur l'école. J'exige aujourd'hui que le Premier ministre nous dise si cette réforme est purement et simplement retirée ou si au contraire elle est maintenue. En tout cas, pour Nicolas Sarkozy, voilà une journée qui tombait à pic. Devant les novices de l'UMP, l'ex-ministre de l'économie a montré comment il volait au secours du gouvernement en difficulté. Hier à Barcelone, Jacques Chirac a lancé la campagne pour le oui à la Constitution européenne en compagnie du chef du gouvernement espagnol, le socialiste Zapatero. Aujourd'hui, c'est au tour de Dominique Strauss-Kahn de se lancer dans la campagne pour le oui devant un parterre de personnalités françaises comme Bernard Kouchner, Michel Rocard, mais aussi des personnalités italiennes, Romano Prodi ou l'ancien Premier ministre Massimo D'Alema. L'occasion également pour DSK d'attaquer la politique européenne de Jacques Chirac, un frein, dit-il, à la construction européenne. Le dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, en présence d'une quinzaine de ministres et de Jean-Pierre Raffarin, sans compter les nombreux ambassadeurs, ceux d'Égypte et de Jordanie, mais aussi des associations antiracistes comme Ni pute ni soumise. Pour cette 20e édition, un parfum d'optimisme avec la relance fragile, c'est vrai, du processus de paix au Proche-Orient. L'actualité à l'étranger en Irak, la violence meurtrière ne faiblit pas. Nouvel attentat à la voiture piégée à Bagdad. 17 personnes ont perdu la vie dans cette attaque de la guérilla. Par ailleurs, à Bassora, c'est un haut magistrat de la ville qui a été abattu. Frédéric Retard. La violence est désormais ordinaire en Irak. Un nouvel attentat suicide extrêmement meurtrier. Cette voiture, chargée d'explosifs, avait pris pour cible les bâtiments du gouvernement local de Moussaïb, à 70 km de la capitale. Mais elle a explosé prématurément en pleine rue, non loin d'un hôpital et d'une école. 17 morts, tous des civils et 25 blessés. L'explosion s'est produite pas très loin de moi. Il n'y avait pas de soldats américains, que des femmes et des enfants. Heureusement, la plupart des gamins étaient à l'école à cette heure-là. À Bagdad, une fois de plus, c'est une patrouille américaine qui a été visée. L'explosion s'est produite non loin d'une base, en plein centre de la ville. Une femme est décédée et 4 passagers d'un minibus ont été blessés. C'est bien un de nos convois qui a été visé. Aucun de nos hommes n'a été blessé, mais par contre, des Irakiens ont été touchés. Et puis, à Bassora, un magistrat irakien a été pris dans un guet-apens. Des hommes masqués ne lui ont laissé aucune chance. Il a été abattu dans sa voiture. Son chauffeur s'en est miraculeusement sorti. En quelques jours, ce sont 40 personnes qui ont péri dans des attentats, alors même que les Américains multiplient les efforts pour combattre la violence. On est toujours sans nouvelles de Florence Sauvenat et de son guide disparu le 5 janvier dernier à Bagdad. Nos pensées vont à leur famille. Je vous rappelle qu'un concert à l'Olympia est organisé lundi prochain, un concert de soutien avec Charles Aznavour, Patrick Bruel et de nombreux artistes. Partons pour l'Afrique, au Togo. Une semaine après que l'armée ait intronisé le fils du président Eyadema, l'opposition manifeste contre ce déni de démocratie et descend dans la rue. Un rassemblement interdit et réprimé par les forces de l'ordre. 3 personnes ont été tuées à Lomé. Un calme précaire semble revenu alors que les militaires quadrillent le quartier où siège l'opposition. Loïc de la Mornay. C'est la fuite dans les rues de Lomé devant la charge des forces de l'ordre. À l'appel de 6 partis d'opposition, environ 3000 personnes s'étaient rassemblées ce matin pour protester contre le nouveau et controversé président, Faure Gnassingbé, fils de l'ancien dictateur Eyadema, décédé la semaine dernière. Nous sommes fatigués. Un régime, un seul régime toujours, régime de Eyadema, jusqu'à 38 ans, ça va. Nous sommes fatigués. Et qu'est-ce que vous voulez, madame? La liberté.
3 manifestants ont été tués et 2 gendarmes grièvement blessés au cours de ces affrontements qui ont pris fin avec l'arrivée d'importants renforts de l'armée. Le nouvel homme fort du pays a condamné ces violences, mais il est peu probable que Faure Gnassingbé puisse enrayer la crise que traverse le Togo. Depuis l'étranger, les opposants continuent d'appeler à la rébellion civile en se basant sur les articles de la Constitution. Cet article donne droit à tout citoyen togolais de désobéir et de s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. La succession express du président Eyadema par son fils a été qualifiée de mascarade constitutionnelle par l'Afrique du Sud et de coup d'État par l'Union européenne. La France, qui compte près de 3000 ressortissants dans le pays, a appelé le gouvernement togolais à organiser sans tarder des élections libres. En Allemagne, il y a 60 ans, la ville de Dresde était méticuleusement empilonnée par les bombardiers britanniques. Jusque-là épargnée par la guerre, cette ville de l'Est allait faire les frais de la chute du régime nazi. Des dizaines de milliers de civils y ont trouvé la mort. Demain, les commémorations se dérouleront sous haute sécurité, les partis néo-nazis ayant appelé à manifester. Sur place, Jérôme Benny, Brice Boussoir. On l'appelait la Florence de l'Elbe. C'était l'une des villes les plus agréables d'Allemagne. La belle Dresde se croyait encore, le 13 février 1945, loin de la guerre. C'était le carnaval et Dresde n'était absolument pas préparée à une attaque. Toute la nuit, les Britanniques, relayés plus tard par les Américains, frappent très fort cette ville dont s'approchent les troupes soviétiques. 800 avions larguent 2600 tonnes de bombes, parmi lesquelles des bombes au napalm. Tout le centre est en feu. Dresde devient la ville martyre de l'Allemagne. On dénombrera 35 000 civils tués. Madame Ursula Wild s'était réfugiée avec 200 personnes dans la crypte d'une église. Nous nous sommes plaqués au sol. Nous répétions sans arrêt. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'était tellement terrorisant que nous avons commencé à prier. Et pourtant, nous n'étions pas très religieux. Cela s'est passé ici, derrière la statue de Martin Luther, dans l'église des femmes. La Frauenkirche, reconstruite depuis à l'identique, est symbole de la renaissance de la ville. Difficile aujourd'hui d'imaginer que Dresde était, il y a 60 ans, un champ de ruines. Les habitants de Dresde ont fait un travail énorme. Ils ont effacé les traces des bombardements, mais sans oublier que c'est le nazisme qui les a menés là. Dès ce soir, les manifestations anti-nazis ont commencé ici à Dresde et demain, la police aura beaucoup de travail car le NPD, le parti d'extrême droite, a appelé à une manifestation. Il voudrait faire oublier qu'avant la douleur de Dresde, il y a eu l'Holocauste. Et ceci nous amène à ce musée Winston Churchill, inauguré jeudi dernier par la reine Elisabeth II à Londres, en plein cœur de la ville, dans les salles souterraines et blindées où l'ancien Premier ministre travaillait pendant les heures sombres de la guerre. Churchill, le premier chef de gouvernement à avoir un musée entièrement consacré à sa vie. Laurent Boussier. The Cabinet War Room, le cabinet de guerre. C'est de ce poste de commandement souterrain en plein centre de Londres qu'entre 1940 et 1945, Winston Churchill a dirigé les armées britanniques. La salle de réunion, un dédale de couloirs conservé intact, et depuis cette semaine, dans ces 3 pièces rénovées, le premier musée consacré entièrement à celui que les Britanniques considèrent comme le plus grand d'entre eux. De Churchill, l'histoire retient sa voix, ses discours, sa certitude de défendre une cause juste et son esprit de combat. Mais ce musée va plus loin. Son pistolet d'ordonnance, ses fameux cigares, ses uniformes, 150 objets pour la plupart jamais montrés au public. Des centaines de documents, dont cet insolite bulletin scolaire datant de 1884, où le jeune Winston, alors âgé de 9 ans, est décrit par ses professeurs comme très vilain, faible en orthographe et pas très bon en français. J'ai compris qu'il était beaucoup plus humain que ce que j'imaginais. 1000 photographies, des documents audiovisuels exceptionnels, des animations comme cette table interactive où la guerre et les actions de Churchill se déroulent sous vos yeux.
Il a gagné la Seconde Guerre mondiale pour nous. Il a prononcé beaucoup de discours célèbres. Il représente vraiment une part très importante de notre histoire. Une plongée dans l'univers de l'homme à l'éternel cigare, au V de la victoire et au goût prononcé pour le champagne. Et puis bien sûr, ses difficiles relations avec De Gaulle. C'étaient deux titans qui tous les deux se voyaient avoir une place dans l'histoire. Et avec deux personnalités de ce calibre, les querelles étaient inévitables. Et je dirais qu'ils s'admiraient aussi beaucoup mutuellement. Premier ministre, Churchill dirigeait son gouvernement comme un général. Aujourd'hui, 40 ans après sa mort, il a son musée et sa statue surveille toujours les débats de ses successeurs au Parlement de Westminster. Du côté de l'espace, on attend dans une petite demi-heure le lancement d'Ariane 5 depuis Kourou en Guyane, un vol décisif qui pourrait effacer l'échec d'il y a 2 ans. Les enjeux avec Patrice Pelé et Frédéric Basquet. Voici le nouveau moteur d'Ariane 5. Après l'échec de décembre 2002, les ingénieurs ont repensé le moteur Vulcain. C'est sa jupe d'éjection des gaz que l'on voit ici, pas assez solide lors du premier tir, qui avait conduit à la destruction volontaire en vol d'Ariane 5 dans sa version la plus puissante, c'est-à-dire capable d'emporter 10 tonnes vers l'espace. Aujourd'hui, la jupe a été renforcée. Ariane 5, désormais plus sûre, a donc été déclarée bonne pour le service. C'est vrai qu'il y a de gros satellites, c'est vrai qu'il y a aussi de satellites moins gros. Et avec ce lanceur, notre idée, c'est d'avoir une véritable machine à lancer en Guyane. C'est-à-dire que chaque fois que 2 satellites arriveront en Guyane, pratiquement à coup sûr, quelle que soit leur masse, on pourra les mettre tous les deux sur un Ariane 5 ECA. 1000 techniciens ont été mobilisés pendant 2 ans pour perfectionner le lanceur. Ce soir, Ariane Espace n'a pas le droit à l'erreur. Un nouvel échec pourrait déstabiliser le programme et Ariane Espace doit impérativement garder son rang sur le marché du lancement des satellites. Un marché qui stagne et où la concurrence est féroce. Nos concurrents, comme vous le savez, sont des lanceurs essentiellement russes et ukrainiens soutenus par nos concurrents américains, Boeing et Lockheed. La concurrence en termes de prix est évidemment extrêmement difficile, puisqu'il est difficile avec des prix européens de faire concurrence avec des prix russes. Et oui, face à Ariane, pour le moment, les Russes sont moins chers. Seuls des coûts de production plus bas permettront d'abaisser le prix des lancements des Ariane 5. Verdict ce soir à Kourou, en Guyane. C'est un véritable événement à New York. Central Park, emballé depuis ce matin par Christo, 7500 arches qui serpentent le cœur de New York. Un projet qui aura nécessité des trésors d'organisation, une inauguration qui ne ressemble à aucune autre et des dizaines de milliers de curieux pour cette réalisation éphémère entièrement financée par ses auteurs. Reportage Pascal Guelomer, Tristan Lebras. Après 25 ans d'attente, Christo et Jeanne-Claude marchent enfin triomphalement dans Central Park, sous leur portique couleur safran. Et c'est le maire de New York qui symboliquement a libéré les premières toiles de nylon de leur cocon. Le couple d'artistes peut maintenant savourer le moment. Les toiles flotteront au gré du vent pendant 16 jours exactement. Il y en a 7500 à travers le parc, sur près de 35 km de sentiers. Elles sont apparues une à une, sous les yeux de New-Yorkais ravis d'assister à la naissance de l'œuvre d'art la plus monumentale que la ville ait connue. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que les gens sont vraiment souriants, ils ont l'air de s'amuser, c'est génial. C'est éphémère, c'est comme une fleur, ça éclot. Ça ne vit que quelques jours, mais on s'en souvient pendant très longtemps. Ce projet, Christo et Jeanne-Claude l'ont entièrement financé avec leur argent. 21 millions de dollars, dont 3 millions versés à Central Park. C'est le prix de leur liberté, disent-ils. Liberté de créer ce que bon leur semble. Et n'allez pas chercher derrière ces portes le moindre message. Quand nous leur avions demandé un peu plus tôt dans la semaine ce qu'ils voulaient exprimer, la réponse était catégorique. Ça ne sert à rien au cap de work of art. Non mais c'est l'œuvre d'art. À quoi ça sert une sonate de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart? À quoi ça sert? C'est pourquoi? C'est exactement l'art, c'est ça. C'est une expérience. On a répondu. Yeah, à quoi ça sert une sonate de Mozart? Chacun aura son avis. Mais les portes ont à coup sûr métamorphosé Central Park. Ils seront des dizaines de milliers à venir du monde entier dans les prochains jours pour voir cela de près. Et Christo et Jeanne-Claude auront encore une fois
gagner leur pari. Le nouvel an chinois a débuté mardi soir. C'est l'année du coq qui succède à celle du singe, traditionnel défilé coloré dans le 13e arrondissement de Paris, où la communauté chinoise est particulièrement implantée. Partons pour la Chine maintenant, où le nouvel an est l'occasion de s'offrir, lorsqu'on en a les moyens, une semaine de congé. Et c'est vers le sud du pays que les touristes se retrouvent, sur l'île de Henan, rendez-vous des classes moyennes et des nouveaux riches, une véritable station balnéaire. Reportage Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. C'est le rêve qui s'accomplit après une année de travail. Une semaine de vacances sur l'île de Hainan pour le nouvel an. Une bonne partie de ces touristes chinois vient du nord de la Chine. Ils ne savent pas nager et c'est souvent la première fois qu'ils voient la mer. L'hiver, il fait très froid chez moi. Mais là, regardez, le paysage est magnifique. Il fait chaud, on peut nager, se reposer et l'air est pur. Qu'ils soient chefs d'entreprise ou cadres moyens, ils ont tous mis le même uniforme, celui des vacances, la chemise hawaïenne. Le nouveau riche chinois redevient un homme simple. Un séjour sur l'île de Hainan n'est pourtant pas donné, surtout en période de nouvel an chinois. Mais ces vacanciers sont capables de s'offrir une chambre dont le prix varie de 200 à 1000 € la nuit. Les touristes sont plus nombreux que l'an passé, car le pouvoir d'achat a encore augmenté. Les gens aiment ce genre d'endroit pour se détendre et se sentir libres. Pour le repos de l'esprit des touristes, on a bâti ici un parc bouddhique, avec ses temples, ses hôtels, ses divinités. Surprenant de voir en terre communiste qu'on achève là une statue de 110 mètres de haut de Guanyin, la déesse de la miséricorde. 4 millions de touristes chinois viennent chaque année en vacances ici. On a construit pour eux des bars en béton et les milliardaires se sont fait bâtir ces maisons de style romain, comme le veut la mode en Chine, sans guère se préoccuper du site. On a déjà commencé à changer l'aménagement de certains sites et améliorer notre gestion pour se mettre au niveau des normes internationales en matière de tourisme. Mais ces Chinois qui viennent passer leur congé du Nouvel An sur cette île de Hainan veulent déjà voir d'autres horizons. L'amélioration du niveau de vie permet aussi aux Chinois de sortir de Chine. Ils étaient 16 millions en 2004 à visiter le monde. Ils seront 100 millions dans 10 ans. On passe au sport avec du rugby et cette deuxième journée du tournoi des 6 nations. À Édimbourg, l'Irlande a battu l'Écosse 40-13 et confirme son entrée du bon pied dans le tournoi. Le Pays de Galles a battu l'Italie largement, 38-8 au stade Flaminio de Rome. Le Pays de Galles qui confirme sa victoire de la semaine précédente contre l'Angleterre. Et pour les tricolores, une rencontre à ne pas manquer. La semaine dernière, le 15 de France s'est imposé sans convaincre face à l'Écosse. Et demain, il a rendez-vous à Twickenham avec une équipe d'Angleterre revancharde. Reportage sur place, Nicolas Gay, Guillaume Villard. Gare du Nord ce matin. Embarquement immédiat pour le 15 de France. Direction l'Angleterre. Nous sommes dans l'Eurostar qui mène les Français à Londres. Certains jouent aux cartes, d'autres repensent peut-être au dernier match livré face aux Anglais. C'était l'an dernier, les Bleus s'étaient brillamment imposés 24-21. Une victoire synonyme de grand chelem qui a fait chavirer de bonheur tout le Stade de France. À l'arrivée sur le sol britannique, d'autres souvenirs remontent à la surface. La gare de Waterloo, évidemment pour les Français, rappelle d'autres défaites. Novembre 2003, demi-finale de Coupe du Monde. Johnny Wilkinson donne une leçon de rugby au 15 de France. Angleterre-France, Froggies contre Roastbeef, c'est bien plus qu'un match de rugby, pas toujours l'entente cordiale. C'est vrai que sur le terrain, c'est souvent des combats féroces, avec des gros scores souvent, et des matchs d'extrême qualité. Vous savez, les Anglais, on peut tout dire, mais encore une fois, c'est vrai que chaque fois qu'on joue contre eux, que ce soit les Français ou les autres nations, tout le monde a envie de les battre. Ça montre quelque chose, c'est qu'ils dégagent du respect, et ça, il faut quand même le reconnaître. Pour ce match, 3 joueurs feront leur début avec le 15 de France. Parmi eux, Jimmy Marlu. Le petit bleu des Bleus va disputer son premier Angleterre-France à Twickenham. Je pense qu'il va y avoir la guerre. Je sais que les Anglais ont un très très beau public et qui vont gueuler, hurler de la première à la 85e minute. Après la victoire étriquée la semaine dernière face à l'Écosse, Bernard Laporte a beaucoup parlé pour rassurer ses joueurs. Il va falloir les faire bouger. Il va falloir les faire bouger. Quand on les fait bouger, on s'aperçoit quand même qu'on est capable de les prendre des intervalles.
Demain, les Français essaieront de battre enfin leurs meilleurs ennemis à Twickenham. La dernière fois, c'était il y a 8 ans. Sans surprise, c'est Jean-Pierre Esquelette qui a été élu président de la Fédération française de football. À 69 ans, cet ancien président de la Ligue de football amateur succède à Claude Simonet qui ne souhaitait pas un autre mandat. Jean-Pierre Esquelette était le seul candidat en lice. Une discipline sportive méconnue, l'apnée statique. Cet après-midi à Paris, le Français Stéphane Mifsud a tenté de battre le record du monde, 8 minutes 58 secondes. Anon Tanzit et Jean-Yves Blanc ont suivi le plongeur français dans sa tentative. Quelques bouffées d'oxygène, les dernières, et le voilà parti. Stéphane Mifsud ne bouge plus, ne respire plus, c'est de l'apnée statique. Record à battre, 8 minutes 58 secondes. Un voyage à l'épreuve du temps entamé il y a 6 mois dans sa piscine, à Hyères, dans le Var. À la fois, je ne suis pas un poisson, et parce que je suis un terrien, et à la fois, quand je suis sous l'eau, j'ai la sensation de pouvoir y rester longtemps et de pouvoir penser comme des poissons. Homme ou poisson, à force d'entraînement, ses poumons peuvent contenir 11 litres d'air, le double d'un être normal. Dans l'eau, comme les mammifères marins, son cœur ne bat plus qu'à 20 pulsations minutes. La moyenne habituelle est de 70. Des raisons d'y croire. Au bord de la piscine cet après-midi, des curieux, des passionnés et des amis célèbres. On s'est tous amusés à retenir sa respiration. Moi, j'ai jamais vraiment dépassé la minute et des poussières. On retrouve notre homme en plein effort. 6 minutes 38, 6 minutes 39. Malheureusement, c'est raté. Je suis quand même un battant, et il faut que je rebondisse, il faut que j'avance, il faut que j'exorcise ce temps parce que je sais que je suis capable. Un échec qui n'étanche pas sa soif de record. Stéphane Mifsud pense déjà à sa prochaine tentative, l'apnée et son océan de bonheur. Et puis en tennis, la Française Amélie Mauresmo disputera demain la finale de l'Open de Paris après avoir battu cet après-midi en demi-finale la Russe Nadia Petrova en 2-7, 7-5, 6-3. Amélie Mauresmo rencontrera demain la Russe Dinara Safina qui, elle, a battu aujourd'hui Tatiana Golovin. Véritable film culte de la télévision, Les Rois Maudits sont de retour. 30 ans après la version inoubliable de Claude Barma, voici Les Rois Maudits 2005 avec une distribution à la hauteur de l'événement. Jeanne Moreau, Philippe Torreton, Tchiki Cario et les Trois Depardieu. Reportage Isabelle Béchler, Frédéric Delarue. Depuis les flammes de son bûcher, le grand maître des Templiers lance son imprécation aux Capétiens. Malheur à ceux qui ont détruit l'ordre pour capter son trésor. Vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération. La malédiction annonce la fin du règne de Philippe le Bel, incarné par Tchiki Cario. Le roi de France va mourir, laissant son trône à 3 fils qui n'ont pas de descendance mâle. Plus grave encore, le trésor est vide et l'État prêt à tout pour le regarnir. Sais-tu que je parle au roi ? La lutte pour le pouvoir va s'exacerber et toutes les armes, toutes les ruses, toutes les cruautés seront bonnes. J'ai toujours eu envie de faire un film sur le pouvoir et je trouve que Les Rois Maudits c'est un exemple formidable parce qu'à la fois ces gens-là décident de la mort des Templiers et c'est leur propre malheur qu'ils sont en train de faire. En marge de la famille royale, de ses trahisons, crimes et adultères, un autre couple tient le haut du pavé. Mao d'Artois, dans le rôle de laquelle Jeanne Moreau est magistrale, et son neveu Robert, qui se disputent leur héritage. Ils iront jusqu'à provoquer la guerre de 100 ans. Philippe Torreton campe Robert d'Artois, le neveu trop gourmand, l'homme en rouge. Action! Il y a de la méchanceté, il y a du fiel, il y a des assassinats, des empoisonnements. Mais ces personnages ont une aura, je trouve. Les amis intimes, c'est important, mais un ennemi intime, c'est très précieux. On dirait d'ailleurs qu'ils en jouissent, qu'ils en vivent. C'est vraiment l'adrénaline, ce qui les pousse à exister. C'est l'époque où il fait bon connaître et manier les poisons, qu'on alterne avec toutes les armes de la séduction. Le sommeil vient mal en la saison chaude. Ah oui. Une page d'histoire de France à travers les passions déchaînées.
Que te veut ce fléau? Ce qu'il demande à toutes les autres et que je n'ai nulle intention de lui donner. Tu fais bien. Andy Warhol s'expose à Lyon au musée d'art contemporain. Les dernières années de la vie du dandy de la peinture américaine. 200 photos et tableaux de cette période des années 70-80. Christophe Hérault, Yann Moine. Andy Warhol a disparu il y a presque 20 ans et son visage est toujours son meilleur slogan. Le bouffon ébouriffé, le dandy de la jet set, aurait pu éclipser l'artiste, mais non. Celui qui se disait une machine à peindre est l'un des artistes du XXe siècle les plus exposés. Warhol et son œuvre se confondent toujours avec élégance. C'est donc une espèce de bricoleur de génie qui a eu, à mon avis, le grand intérêt d'être apparemment dilettante, c'est-à-dire ne pas gêner, ne pas encombrer le public, nous-mêmes, par des théories longues, souffreteuses, ennuyeuses, etc., qui est souvent, il faut le dire, le cas de l'art contemporain. Si Warhol n'aimait pas les discours sur l'art, en revanche, il faisait de sa propre personne sa première création. Warhol fut un visionnaire. Avant l'heure, il raconte une société où l'image et les logos envahissent tous les recoins de la vie. Il décrypte la société du spectacle. Pour pressentir déjà ces 15 minutes de célébrité qui aujourd'hui est le reflet parfait par rapport à la télé-réalité et tout ce qu'on vit aujourd'hui dans les médias, il y a que 50 ans de ça, c'était extraordinaire. On le disait hyper mégalo, mais peut-être Warhol voulait-il briser l'image du peintre romantique. Il aimait à dire qu'il était un artiste du commerce, un artisan chic. Il avait de l'ironie sur la révérence apportée à la création. Il trouvait que bon, ben voilà, c'était très bien, il était peintre, d'autres étaient écrivains, puis d'autres étaient maçons, puis d'autres cordonniers. Et que tout ça était respectable, il n'y avait pas de hiérarchie. Je pense qu'il le croyait beaucoup, ça, très fermement. Au musée d'art contemporain de Lyon, au fil des salles, se dessine un Warhol moins connu, abstrait, mystérieux. Le prince du pop art est à contre-pied de ce qu'il aimait clamer, la profonde superficialité de ses toiles. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. Puis 20h50, le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra Francine Leca, première femme française chirurgienne du cœur. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Excellente fin de soirée sur France 2.